à des commissions et les rapports présentés ici dans l'Assemblée, j'ose croire que la déclaration qui sera lue tantôt reflétera ainsi l'ambition de tout un chacun de nous. Pour afin que, quand nous allons retourner dans nos milieux de vie respectifs, que cette déclaration soit nôtre. Que chacun, en tant que leader, s'approprie la déclaration. Ce n'est pas ma déclaration, c'est votre déclaration. Ce qui sera lu, c'est tout ce que les rapporteurs ont lu ici. C'est tout ce que nous avons voté avec vous dans l'Assemblée. Et sur ce, nous ne pouvons pas encore continuer à tergiverser sur l'image ou l'imagination pour laquelle nous avons fait 3 jours ici, moi. Vous avez répondre à notre ami qui... Je voudrais répondre à une question qui consiste à savoir, parce qu'il faut, pour changer la Constitution, il faut soit aller vers une révolution, ou soit aller vers un coup d'État constitutionnel. Comment le faire? Cette question m'a été posée. Je voudrais vous dire que techniquement, je ne suis pas outillé à mettre à votre disposition les outils de la révolution et les outils du coup d'État constitutionnel. En droit constitutionnel pur, la notion de la révolution et la notion du coup d'État sont des notions qui sont ou du coup d'État. Donc ne vous attendez pas à un constitutionnaliste, à moins qu'il ne soit pas sérieux, et venir vers vous pour vous donner des outils de déconstruction de l'ordre constitutionnel. Si j'ai évoqué la révolution, est-ce que je me fais bien comprendre? Oui, on est là. C'est parce qu'il fallait vous indiquer les mécanismes, un des mécanismes admis en sciences politiques pour changer l'ordre constitutionnel, pas en droit constitutionnel. Mais si vous voulez savoir, dans la fabrique du droit constitutionnel, qu'est-ce qui peut se faire? Ce qui peut se faire, je vous ai dit aussi, peut-être que vous n'avez pas tiré l'attention. Je vous ai dit que le président de la République, comme chef de l'État et symbole de l'unité nationale, ça c'est la procédure la plus soft, la plus propre, en droit constitutionnel. Le président de la République peut décider de la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais il y a une question de droit qui se pose. Parce que notre dissolution n'obéit pas aux mêmes règles et principes qu'en France et en Grande-Bretagne. En droit congolais, ou positif congolais, il faut qu'il y ait une crise persistante. Mais tant qu'il n'y a pas une crise persistante, le président de la République ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Mais sur le plan constitutionnel, si vous voulez bien qu'on se mette d'accord, le président a le pouvoir, parce que c'est un nouvel ordre qui doit être établi, de dissoudre l'Assemblée nationale, d'asseoir une assemblée constituante, non souveraine, et conférer à cette assemblée constituante une mission d'élaborer la Constitution. Mais pour que la démarche soit démocratique, il faut que préalablement, les membres composant cette assemblée constituante soient dûment élus par le peuple, mandatés pour cette fin. Aussitôt mandaté, le peuple, en ce moment-là, aurait pris part à l'élaboration de la Constitution en amont, en désir. Mais lorsque cet peuple interviendra en aval, à travers un référendum. Alors, aussitôt que cette Constitution-là est adoptée au référendum, vous allez me poser une question en tant que constitutionnel. Quel est le sens de cette Constitution? Parce qu'entre la Constitution de la Constituante et le référendum, cette Constitution sera en vigueur. Parce que la République ne peut pas demeurer dans un vide juridique.
aussitôt que la nouvelle constitution adoptée au référendum, promulguée par les chefs d'État, toute nouvelle constitution, je vous ai dit, constitue toujours un procès contre la dévancière. Et dans la nouvelle constitution, il y aura toujours, comme dans toutes les constitutions, des dispositions abrogatoires. En droit, les nouvelles dispositions ont vocation à abroger les anciennes dispositions. Donc, en ce moment-là, la nouvelle constitution aura abrogé la constitution du 18 février 2006. Et on sera en face d'une nouvelle constitution. Mais si vous ne voulez pas passer par cette voie-là, je répète, il y a la révolution, le coup d'État. Mais attention, je ne suis pas qualifié parce que je ne suis pas spécialiste en sciences politiques. Allez discuter avec des politologues. En droit constitutionnel, il est interdit d'enseigner même la notion du coup d'État aux étudiants. Il est interdit en droit constitutionnel d'enseigner la révolution. Dieu le disait dans la faculté des droits, je ne peux pas vous enseigner la notion de la révolution ni du coup d'État. Je peux peut-être, à la limite, vous donner des outils de déconstruction de la dictature. Je ne vous donnerai jamais, ne comptez pas sur moi, je ne vous donnerai jamais des outils de renversement de l'ordre établi. Merci beaucoup. Je suis venu échanger avec les jeunes autour des questions fondamentales et existentielles, des questions que vous avez évoquées tout à l'heure, concernant le concept de changement, subsidiairement celle de comme processus de droit constitutionnel. Je vais vous montrer la langue, les principes, les conditions, les formes, même si bébé, tu bouges trop. c'était le changement de la constitution pour le basculement vers la quatrième année. Il fallait leur donner de l'énergie pour qu'ils sachent dans une large mesure s'ils veulent la quatrième, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à la quatrième. S'ils veulent la qu'est-ce qu'il faut faire en droit pour que cette révision constitutionnelle ne puisse pas contribuer à une fraude à la Constitution. Donc je suis mis en bonne sentinelle, échanger avec les jeunes autour de ces problématiques, ces deux problématiques qui marquent donc pour l'heure, je leur ai dit que, par exemple, s'agissant de la révision constitutionnelle, il ne faut pas qu'on y mette du tabou dedans. Il ne faut pas qu'on y mette, je vais dire, de la mystique. La question de la révision constitutionnelle, c'est une politique constante de tous les États modernes. Toutes les constitutions sont faites pour réviser. Et d'ailleurs, il y a une autre qui disait vivre un espace adapté. Et donc, la constitution s'adapte à l'effet corrosif du temps. Parce qu'en droit constitutionnel, nous concevons mal qu'une génération soit assujettie par les lois qui ont été élaborées par une autre génération. Et donc, si la population congolaise veut de manière démocratique engager une discussion sur la modification, la révision de la Constitution, j'estime d'un point de vue constitutionnel, réviser une Constitution, c'est aussi la respecter. Et d'ailleurs, je l'ai mentionné dans mon speech, que dans cette Constitution, il existe véritablement des dispositions handicapantes. Et j'en ai dénombré 13 dispositions handicapantes. Mais sauf que dans ces pays, on donne moins de temps aux constitutionnels. On donne plus de temps aux constitutionnels, c'est des dimanches, qui discutent des dispositions qui ne sont pas par ailleurs malades. Et puis ça fout le débat, et le débat perd tout son éclat et tout son intérêt en droit constitutionnel. Vous voulez encore une question dans lesquels nous allons discuter. J'ai fait vocation à des articles 85, article 54, article 144 et 119. C'est la fameuse 217. Pardon?
j'ai dit 119.2. 117, c'est ce que vous parlez, ce que vous évoquez. Ce qui fait polémique. 217, ce que vous évoquez. On y reviendra avec force de détail. Là, moi, j'ai parlé des articles 85, 144 et 119.2. J'estime que ces dispositions sont contradictoires, s'excluent les unes des autres. Relativement à la procédure des déclarations de l'état de siège et l'état d'urgence. Vous avez remarqué que l'article 119.1.2, le régime qui institue est un régime d'autorisation. C'est-à-dire que le président ne peut pas décréter l'état d'urgence sans en avoir obtenu l'autorisation Du Parlement, du Congrès. Mais par contre, lorsque vous avez l'article 85, le président a le plein pouvoir de proclamer l'état de siège et l'état d'urgence. L'article 144, en application de l'article 85, dit le Parlement est né alors pour prendre des dispositions. Vous voyez? Et donc l'article 85 va en synchronie avec l'article 143. Mais cette synchronie n'est pas suivie par l'article 119. Et comme conséquence, les juges constitutionnels est intervenu 4 fois. Sur la même disposition, le juge constitutionnel a proposé 4 régimes différents. D'abord, dans un arrêt R-Cons 61, où le juge constitutionnel a institué un régime de déclaration. Ça veut dire qu'il a dit que le président de la République n'a pas besoin d'aller au Congrès. Il peut décréter l'état de siège, l'état d'urgence. Et puis il y a eu un autre arrêt R-Cons 11-17, où le juge constitutionnel dira non, le régime qui est instauré, c'est un régime d'autorisation. Le président devra aller au Congrès pour obtenir l'autorisation. Et enfin, en fin de compte, c'est le régime alternatif qui est institué par l'arrêt R-Cons 1200 et puis le régime de concertation qui est institué par l'arrêt R-Cons 1550. Si le juge constitutionnel lui-même est instable sur l'interprétation des dispositions constitutionnelles, a fortiori les simples citoyens. Donc il y a lieu de revoir. Merci. Il y a lieu de mettre en place qui se sont appropriés de cette lutte pour dire non au changement de la Constitution, alors que ce sont eux qui nous ont amenés dans tout ce qu'ils sont en train de vivre actuellement. Donc, que ce soit les opposants, que ce soit les gens de la majorité, ils n'ont pas de leçons à nous faire. Actuellement, c'est les jeunes qui vont s'approprier de la lutte et nous allons changer cette Constitution. Merci. Merci. De la Constitution SOR 1800, la déclare ouverte, veuillez vous rasseoir. Merci beaucoup.